Bonjour à tous, on va s'intéresser aux barrières et aux incitations à l'assainissement énergétique des bâtiments d'habitation. On a vu que c'était un gros problème, vous allez nous l'expliquer. J'ai le plaisir d'avoir Eric Aonet qui a créé une société qui s'appelle Calista et qui met en place des modèles de financement et d'accompagnement de projets d'assainissement, justement, et le professeur Philippe Thalmann, directeur du laboratoire d'économie urbaine et de l'environnement, qui enseigne et mène des recherches dans les domaines de l'économie de l'environnement, en particulier du climat et de l'énergie, du développement durable, du logement et de l'immobilier. Je vous passe la parole pour une vingtaine de minutes, suivies de 10 minutes de questions-réponses. Merci beaucoup, M. Lehmann. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Merci d'avoir pris votre dimanche matin et puis d'être ici plutôt que de regarder des tas de trucs fascinants qu'on vous propose à l'extérieur. J'espère que ça sera aussi un petit peu intéressant. On a fait ce travail pour le canton de Vaud, donc c'est lié à une problématique réelle. Ce n'est pas un exercice académique, c'est vraiment voir comment le canton peut accélérer l'assainissement énergétique des bâtiments d'habitation. Alors, il y a trois parties à cet exposé. Je vous donnerai les deux premiers, Madame Monet, la troisième partie. Je commence par le contexte suisse et vaudois dans lequel tout ceci s'inscrit. Puis après, on verra quel est l'enjeu en termes de nombre de bâtiments et d'argent à dépenser pour ces assainissements. Et puis finalement, on verra qu'il y a des problèmes, des barrières, et Madame Monet vous proposera quelques pistes d'aide ou d'appui. Le contexte, c'est celui-là. C'est celui, en l'occurrence, pour les... Si on regarde l'habitat, on a d'abord une croissance de la population. C'est tout exprimé depuis 1990 à 2021 en indice. Donc ça prend la valeur 100 à 1990, ce qu'on peut lire facilement, la croissance démographique, la population, elle a augmenté de 30% sur ces 30 années. En même temps, la surface de référence énergétique des ménages, c'est-à-dire la surface chauffée pour l'habitat, a augmenté de plus de 50%. Donc on a une population qui a augmenté, mais on utilise encore plus de place. Et malgré ça, on a réussi à réduire la consommation les émissions de gaz à effet de serre liées à l'habitat pendant cette période d'à peu près 30%, malgré l'augmentation des surfaces, ce qui veut dire que rapporté au mètre carré chauffé, la diminution a même été de 60%. Donc il y a déjà beaucoup d'améliorations au niveau suisse. C'est vraiment, grâce à ça, l'habitat qui représentait 21% des émissions de gaz qui ont un impact sur le climat en 1990 représente aujourd'hui 18%. Le secteur de l'habitat a fait mieux que les autres. On attend même de lui qu'il fasse encore mieux à l'avenir. Ici, vous avez cette fois en millions de tonnes les émissions de CO2 des bâtiments, toujours depuis 1990 jusqu'en 1921, mais même la projection jusqu'en 2050 de ce qui est attendu à travers les différentes lois. Les points rouges, ça représente ce qui était inscrit dans la loi sur l'énergie, la loi sur le CO2, jusqu'en 2025. Et puis, il y a un objectif dans la loi sur laquelle on va voter en juin, qui est représenté par ce point-là, et finalement, zéro émission de CO2 dans les bâtiments en 2050. Donc, on va complètement sortir des énergies fossiles dans le bâtiment. Le bâtiment, ce n'est pas que le logement. Le logement, c'est le plus important, c'est ce qui est représenté en vert. C'est là aussi on a le plus d'amélioration, moins 32% de ces émissions, mais il y a aussi l'administratif, l'artisanal, le commercial, moins 24%. Donc, globalement, moins 30%. Et ce qui est important de voir, c'est que c'est le secteur qui a le plus contribué à la diminution des émissions de gaz à effet de serre depuis 1990. Donc, à lui seul, la moitié de la réduction des émissions depuis 1990, pour l'ensemble de l'économie suisse, c'est le bâtiment. Maintenant, pour parler du contexte vaudois, c'est un contexte qui est intéressant en ce moment, puisqu'on est en train de réviser la loi sur l'énergie. Et c'est la loi sur l'énergie qui va aider cette transition vers le zéro carbone, notamment dans le domaine du bâtiment, mais pas seulement. Et puis pour ce qui est des bâtiments, ce qui est prévu pour l'instant dans le projet de loi, rien n'est arrêté encore, eh bien c'est qu'on on accélère la décarbonation en imposant une date limite pour les bâtiments les moins performants. Les bâtiments dans la performance énergétique est classé comme F ou G. Vous connaissez ces étiquettes pour toutes sortes d'appareils électroménagers et autres. On y arrive à ce FG en agissant sur la façade, donc en augmentant l'étanchéité thermique des façades, de la toiture, ou souvent en changeant aussi les fenêtres. Et la question qui s'est posée, qui nous a été posée par la direction de l'énergie, à Madame Bonnet et mon groupe, eh bien, c'est de quelle quantité de travaux on parle, combien de bâtiments, quel coût, quelle rentabilité. Est-ce qu'on arrive à financer ce genre de choses, ce genre d'investissement? Et sinon, quelles mesures de soutien pour aider les propriétaires de ces bâtiments? Donc là, je rentre dans nos estimations. Déjà, pour se faire une idée globale, des bâtiments F et G, ça représente 35% de tous les bâtiments.
Donc ça, en pourcentage de bâtiments, là, vous avez la répartition. Donc c'est un tiers des bâtiments qui seraient concernés par cette loi qui devrait, dans un délai de 10-15 ans, à définir, passer au moins à la catégorie E. C'est pas génial, mais c'est déjà quand même beaucoup mieux. Et puis en termes de consommation de chaleur ou d'énergie, eh bien, ça représente plus de la moitié. Tiers des bâtiments, plus de la moitié de la consommation d'énergie. C'est logique qu'on mette l'accent, évidemment, sur ces bâtiments-là. Ça, c'est un tableau qui est super compliqué. Je crois que les slides vous seront mis à disposition, donc vous pouvez regarder ça plus en détail. Mais pour vous guider, ce qu'il s'agissait, c'est de comprendre qui sont les propriétaires de ces bâtiments. Et pour comprendre, il faut commencer par séparer entre du logement occupé par ceux qui sont propriétaires des bâtiments. C'est beaucoup des villas, c'est aussi la propriété par étage, mais ça possède l'administration publique, évidemment, qui possède les bâtiments qu'elles occupent, ou les entreprises, la même chose. Et puis on a le secteur locatif, où on a distingué par type de propriétaires des petits investisseurs, c'est souvent des particuliers qui possèdent des immeubles locatifs, des administrations publiques, des institutionnels, voilà, grande catégorie. Et là, vous avez les chiffres. Le rouge, c'est le pourcentage des bâtiments concernés dans l'ensemble du parc, et le jaune ou orange, c'est le pourcentage des bâtiments FG. Donc, si vous voulez, vous avez 71%, ou plutôt ce qui est intéressant, c'est de regarder ce chiffre-là. On a 60% de tous les bâtiments sont des villas. Énorme, quand on voit énormément de villas. D'accord ? Mais ça représente aussi, dans ce cas-là, presque 60% des bâtiments FG. Donc 60% des bâtiments FG qu'il va falloir assainir sont des maisons individuelles occupées par leurs propriétaires. Ça va être le gros du marché. On va aussi retrouver un autre grand segment, c'est celui des bâtiments d'habitation locatifs qui sont propriétés de particuliers. Ensemble, ça représente 87% des immeubles. Maintenant, dans le vert, vous avez les chiffres correspondants, mais cette fois pas en nombre de bâtiments, mais en surface de référence énergétique, en surface chauffée. Ça change un tout petit peu, parce que c'est beaucoup de villas, mais c'est quand même, en termes de surface, par rapport à des bâtiments collectifs, d'habitat collectif à bâtiments administratifs, ça représente quand même beaucoup moins de mètres carrés. Donc c'est 60% des bâtiments qui sont concernés, c'est un tiers des surfaces, des mètres carrés qu'il va falloir assainir sont des maisons individuelles occupées par leurs propriétaires. Voilà. Donc ça nous pointe vers les investisseurs qui sont particulièrement concernés par cette loi, si elle passe comme c'est prévu. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ces propriétaires de maisons individuelles sont souvent des personnes relativement âgées. L'âge moyen des propriétaires de maisons, de leur logement en Suisse est de 58 ans. C'est très élevé, et 38% des propriétaires sont même déjà des retraités. Et donc ça signifie qu'on a affaire à une population dont le revenu a quand même pas mal diminué. Et le revenu, ça va être important parce qu'il va falloir financer ces travaux. Il va falloir peut-être aussi obtenir un crédit hypothécaire, et les banques regardent quel est le revenu avec lequel on peut payer les intérêts et amortir ce crédit. Alors, de quelle somme d'argent parlons-nous ? Ici, vous avez différents scénarios de gestion du parc immobilier vaudois, plutôt d'intervention, celui où l'état actuel, où on consomme 8,6 TWh d'énergie pour le chauffage et l'eau chaude. Si on assainissait les bâtiments, les toitures, pour arriver à cette performance, enfin, si on assainissait toutes les toitures, on dépense des bâtiments FG, eh bien on devrait dépenser 1,5 milliard de francs, et on aurait réussi à faire baisser la consommation d'énergie de 8,4%. On a aussi les chiffres là en bas de ce que ça représente en termes de subventions dans le cadre du programme bâtiment. C'est le programme fédéral, mais géré par le canton, d'aide à l'assainissement énergétique des bâtiments, le programme bâtiment. Actuellement, il verse à peu près 29 millions de francs par an. Les subventions, selon les règles actuelles, passeraient à 34 millions. On obtiendrait une meilleure amélioration, 10,6%, si on agissait sur la toiture, assainir la toiture, mais aussi remplacer les fenêtres, là où ce n'est pas encore efficace. Mais évidemment, ça coûte beaucoup plus cher, ça coûte 4 milliards. Ça permettrait de faire passer tous les bâtiments FG à la catégorie E, donc c'est le minimum, si on veut, à faire pour satisfaire la loi sur l'énergie, si elle passe comme prévu. Au niveau des subventions cantonales et fédérales, ça ne changerait rien au régime actuel, parce que le remplacement des fenêtres n'est pas subventionné dans le canton de Vaud. On pourrait encore plus s'améliorer en travaillant sur toiture et murs, mais ça coûte beaucoup plus cher, 4,9 milliards. Et si on voulait vraiment aller vers le net zéro, c'est-à-dire assainir massivement tous les bâtiments et en plus remplacer toutes les chaudières restantes, même dans les bâtiments C, D, E, eh bien ça coûterait 28 milliards de francs, et ça passerait ça augmenterait le volume des subventions, le volume total des subventions à 2 milliards sur le délai nécessaire pour y arriver.
Voilà. Après, on a estimé ce que ça représentait par bâtiment en moyenne. De nouveau, beaucoup de chiffres. Je vais pointer vers un seul chiffre, c'est celui-ci. C'est l'intervention toiture et fenêtre. C'est ce qui est le moins cher pour satisfaire la loi, pour atteindre la catégorie E. Pour des maisons individuelles, on parle d'à peu près 72 000 francs. Évidemment, c'est plus pour les grands bâtiments, ce n'est pas surprenant, mais voilà le chiffre qu'il va falloir financer et rentabiliser pour ces propriétaires de bâtiments. En termes de répartition des 4 milliards de francs que nécessite le scénario d'assainissement des bâtiments FG, ces 4 milliards de francs, ben ça tombe en grande partie, 1,67 milliards, sur les épaules des propriétaires de villas, une grosse partie aussi sur les petits investisseurs, ajouter encore 200 millions pour les PPE. Donc on a une catégorie de propriétaires qui ne sont pas forcément des caisses de pension, des institutionnels qui peuvent sans problème, qui ont souvent déjà fait les assainissements. Okay. Donc voilà, ça c'est un peu notre préoccupation, c'est comment ces personnes-là, ces propriétaires-là vont pouvoir rentabiliser. Alors là, ça devient vraiment super compliqué, parce qu'on a fait des tonnes de scénarios de simulation. Ce qui est important, évidemment, c'est qu'est-ce qui va se passer à l'avenir, puisque c'est une projection sur le futur. Et donc, on a différents scénarios. Par exemple, pour le niveau des prix de l'énergie, si c'est les prix de 2022, c'est des prix très élevés. Ils étaient 2 fois plus élevés que les 3-4 années précédentes en moyenne. Donc, ce n'est pas du tout le même résultat en termes de rentabilité. Si vous faites les calculs avec les prix élevés de l'an dernier, là, beaucoup de choses deviennent rentables, alors qu'avec les prix passés, c'est difficile de rentabiliser les assainissements, qui coûtent quand même très très cher en Suisse. Ça dépend aussi du taux d'intérêt, ça dépend des subventions qui sont versées. Est-ce que c'est le régime actuel? Est-ce qu'il y a plus de subventions? Ça dépend du délai sur lequel on veut rentabiliser. Est-ce que c'est 15 ans? Est-ce que c'est 40 ans, 50 ans, ces rénovations? Et puis encore un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est quelle part de l'investissement il faut pouvoir rentabiliser par les économies d'énergie. Est-ce que c'est le 100% ou est-ce que c'est moins? Il ne faut pas oublier que quand on assainit une toiture, quand on remplace des fenêtres, ce n'est pas des fenêtres nouvelles, ce n'est pas des toitures nouvelles. Donc il y a toujours une part de remplacement, de rénovation qu'on aurait de toute façon dû faire. Alors si on compte d'habitude 30% de ces travaux sont du remplacement qu'on aurait dû faire de toute façon, il n'y a vraiment que 70% qu'il faut pouvoir rentabiliser. Donc selon comment on calcule, on arrive à des proportions des parts de propriétaires ou de maisons qui peuvent être assainies de façon rentable, qui peuvent être plus ou moins élevées. Par exemple, on a 50% des villas où l'assainissement est rentable si on compte de rentabiliser 70% de l'investissement avec ces paramètres plutôt favorables des prix de l'énergie élevés, un taux d'intérêt de 3% qui est plutôt élevé, et puis les subventions actuelles. On peut faire mieux avec plus de subventions, avec un taux d'intérêt plus bas, voilà. Par contre, si on compte rentabiliser 100% du coût des travaux, il n'y a que 10% des villas pour lesquelles c'est rentable. Donc on s'attend du côté des propriétaires de villas à une certaine résistance par rapport à la loi sur l'énergie. Autre catégorie qui nous préoccupe, qui nous intéresse, c'est celle des petits investisseurs qui généralement essayent de rentabiliser 100% des travaux. Au prix historique de l'énergie, c'est rentable pour 1,1% des immeubles uniquement. Avec les subventions, on fait monter ça à 1,8%. Par contre, si on pouvait leur prêter de l'argent à taux zéro, pas besoin de payer les 3% d'intérêt, tout à coup, on passe à 12% pour lesquels c'est déjà rentable, et même 20% entre prêts à taux zéro et les subventions. Donc on n'est pas trop. Il y a quand même quelques propriétaires pour lesquels c'est faisable, avec les prix de l'énergie de 2022, beaucoup plus, 31% des immeubles dans le cas de base, et puis même 92% si on a les prêts à taux zéro et les subventions. Voilà. Je passerai peut-être les institutionnels, parler aussi de la finançabilité. C'est une chose de vérifier si c'est rentable ou pas, mais il faut en plus que les propriétaires puissent payer les charges annuelles qui découlent de l'opération. Ils empruntent de l'argent pour faire les travaux, mais chaque année, ils vont devoir rembourser l'investissement et payer les intérêts sur le solde qui n'a pas été remboursé. Est-ce que ces décaissements peuvent être couverts par l'argent économisé en ayant diminué la consommation d'énergie? Alors de nouveau, ça va dépendre des paramètres, des scénarios. Si on prend les prix historiques de l'énergie, si on veut amortir sur 15 ans cet investissement, un délai quand même très très court, avec un taux d'intérêt de 3%, il n'y a aucun propriétaire de villa qui économise assez sur sa facture d'énergie pour amortir l'investissement, payer les 3% d'intérêt et tout ça en 15 ans. Ce n'est pas possible. Par contre, le découvert, le solde qui n'est pas couvert par l'économie d'énergie, il n'est pas si grand que ça. On parle de 5 000 francs par an pour presque 90% des propriétaires. Okay, donc ça, ils ne couvrent pas entièrement leurs frais, mais on ne les loupe pas de beaucoup. Et si on pouvait amortir sur un délai plus long, sur 50 ans, parce que ces assainissements, ça permet d'économiser de l'énergie longtemps. Si vous avez la patience de calculer sur 50 ans, ou d'amortir que 2% par année, de rembourser que 2% par année de l'emprunt, à ce moment-là,
pour pratiquement tous les propriétaires, le solde non couvert ne dépasse pas 2 500 francs, est inférieur à 2 500 francs. Vous voyez qu'on ne parle pas d'une charge excessive, quoique évidemment pour des retraités, c'est quand même pas gratuit non plus. Avec les prix de l'énergie, là, on économise évidemment beaucoup plus en ayant fait l'assainissement, et donc on a pour 99% des propriétaires des frais en découvert de moins de 1 000 francs. Donc c'est tout à fait supportable. On peut encore regarder du côté des petits propriétaires. Là aussi, pour 90% d'entre eux, c'est moins de 10 000 francs dans le cas le plus défavorable. Et dans le cas favorable, c'est 2 500 francs pour pratiquement tout le monde, maximum. Sur un immeuble locatif, pour un petit propriétaire, c'est pas insupportable. Donc il ne faut peut-être pas forcément viser que chaque propriétaire puisse rentabiliser l'investissement et que chaque propriétaire puisse payer les charges de l'investissement uniquement par l'économie d'énergie. Il faut accepter peut-être que ces propriétaires fassent aussi un effort pour le climat. Mais ça va être une question politique. N'empêche, on est conscient de cette limitation, qui est à la fois une limitation économique, mais aussi une limitation politique. Et c'est pour ça qu'on a cherché des modèles de financement qui permettraient d'aider ces propriétaires qui auraient de la peine à financer l'intervention. Et là, je passe la parole à Madame Honnet. Merci. Donc ici, par rapport à ces différents constats, on a regardé aussi quels étaient les modèles d'accompagnement que l'État pouvait mettre en place. Alors, quand on parle de modèles d'accompagnement, on a regardé 11 modèles d'accompagnement sur lesquels je vais revenir. Et on a regardé d'abord quels étaient les freins de la rénovation énergétique par rapport aux différents types de propriétaires, suite à différentes interviews. Donc, il y a vraiment, et ici c'est vrai qu'on va vraiment regarder sur la faisabilité, la finançabilité aussi au niveau de la rénovation énergétique, parce qu'à un moment il faut la payer. Et si on fait passer la loi, il ne faut pas que tout passe en exception pour que tous les propriétaires viennent et demandent des exceptions. Donc c'est vraiment pour que la loi soit faisable et que la mise en œuvre de cette loi puisse être réalisable. Donc on a regardé différents freins, qui est d'abord un manque de fonds propres. Si vous allez à la banque, vous allez devoir amener une partie en fonds propres au niveau des prêts que vous allez faire. Donc il y a déjà un premier frein qui peut être un fonds propre. Ensuite, il y aura un manque de fonds étrangers. Donc c'est là un réel frein, c'est que la banque ne veut pas payer et ne veut pas financer certains types de travaux énergétiques. Comme M. Thalmann vous l'a montré plus haut, 40% presque des propriétaires sont des propriétaires qui sont retraités avec un salaire moyen de 80 000 francs par an au niveau des ménages. Donc, il y a vraiment un manque de capacité, je vais dire, de cette tranche pour pouvoir s'endetter. Même si parfois la rénovation énergétique est rentable, même si elle est finançable, même si les gains énergétiques permettent de financer certains des travaux, on ne le prend pas en considération. Donc ça, c'est un réel frein par rapport à ça. Il y a un réel coût de travaux élevé, donc ça, c'est comme ça. Et le contexte actuel n'aide pas, et surtout avec la pénurie de main-d'œuvre, la pénurie des matériaux, etc., il y a un réel boom au niveau des coûts de la construction. Ensuite, il y a des charges d'intérêt élevées. Donc, on a été dans des charges qui étaient quasi négatives. On se retrouve, c'était une période assez difficile aussi pour réaliser cette étude-là, parce que quelle est l'augmentation des taux d'intérêt, vers où est-ce qu'on va dans les prix de l'énergie, vers où est-ce qu'on va dans les prix des coûts des matériaux. C'était quelque chose où on a dû faire pas mal d'hypothèses par rapport à ça. Mais c'est clair que quand on passe de taux d'intérêt de 1% ou de même quasi 0% à 2,5, 3% au niveau des coûts hypothécaires, c'est un réel coût en plus au niveau de la charge. Une manque de rentabilité des travaux, donc là, M. Thalmann vous l'a expliqué avant, et par rapport aux propriétaires qui sont des propriétaires bailleurs, actuellement, il est très compliqué de pouvoir répercuter le coût des travaux sur les locataires. Donc, il y a les locataires qui font, eux, le gain énergétique des travaux, mais c'est le propriétaire qui doit assumer toute la charge financière par rapport à ces travaux-là. Et ensuite, des freins administratifs et techniques. Nous en discutions tout à l'heure. Le nombre de subventions que vous pouvez avoir, quelles sont les démarches que vous devez faire. C'est très complexe. Et donc, par rapport à ça, c'est déjà un chemin et un calvaire pour le propriétaire qui veut lancer sa rénovation au niveau de son bâtiment. Donc, on a regardé différents types de modèles. Le premier, c'est la hausse des subventions cantonales. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est connu. Et une hausse des subventions cantonales permet d'une part de pouvoir augmenter le montant au niveau des fonds propres, permet aussi de pouvoir augmenter le coût des travaux, de pouvoir diminuer, je vais dire, le coût des travaux et d'augmenter la rentabilité. On a regardé aussi la hausse des déductions fiscales. Donc actuellement, quand vous faites de la rénovation, vous pouvez déduire au niveau fiscal les rénovations énergétiques.
ce qui se passe, c'est que par rapport aux propriétaires, nos 40% de propriétaires qui sont retraités, cette hausse de déduction fiscale est moindre. Et ce n'est pas ça. Il y a une limitation aussi par rapport à cette tranche de propriétaires qui détient les villas. Les prêts à taux zéro, donc les prêts à taux zéro, c'est un outil qui est souvent utilisé, qui est très bien utilisé. Ça permet de pouvoir, je vais dire, ouvrir le marché et de pouvoir diminuer la charge d'intérêt. Ça se passe beaucoup dans des pays étrangers. Au niveau de la Suisse, on n'amortit jamais totalement en fait le remboursement de sa maison. Donc, il faudrait en fait que les taux d'intérêt augmentent à 5%. Pour que la charge à devoir rembourser à l'institution soit moindre si on se dit qu'il faut rembourser en 20 ans, vu l'âge des propriétaires, au niveau des rénovations énergétiques. Le cautionnement, et on reviendra après, on a classé, donc le cautionnement, c'est que l'État cautionne les propriétaires et en cas de non-remboursement, se propose garant, se met garant par rapport à la banque. Ça permet pour les plus petits revenus de pouvoir avoir en fait de pouvoir ouvrir le marché bancaire et le marché des prêts par rapport à ces différents modèles. Alors, il y a des contrats de performance énergétique, ça c'est surtout pour les propriétaires qui sont des propriétaires bailleurs ou des propriétaires institutionnels. Les contrats de performance énergétique sont des contrats, on travaille avec un prestataire qui est un peu une entreprise générale, et cette entreprise générale garantit la performance énergétique et le retour sur investissement des travaux. Donc, il va par exemple garantir que les travaux qui vont être réalisés vont coûter une certaine somme d'argent, mais qu'il va avoir par rapport à ça 50% de gains énergétiques. C'est au prestataire de payer les travaux et le propriétaire, tous les ans, rembourse. Ce sont des travaux, ce sont des contrats qui peuvent être sur des contrats qui sont à relativement long terme. L'OBLF, donc la loi sur les loyers, a mis en place un moyen au niveau des contrats de performance énergétique de pouvoir répercuter une partie du contrat de performance énergétique au niveau du locataire, pour autant que les gains énergétiques que le locataire fait ne soient pas supérieurs à ce qu'on va demander de rembourser au locataire. Donc en fait, pour le locataire, ça fait bouffe, donc ça c'est ça, mais c'est sur maximum 10 ans. Le problème que ce soit sur maximum 10 ans, c'est qu'on n'est que sur des travaux qui sont ce qu'on appelle des quick wins. On n'arrive pas à avoir des rentabilités de travaux, d'isolation, etc., ou de changement de chaudière en 10 ans. Donc, il y a une grosse part qui reste à part du propriétaire, et là, il y a un réel problème. Donc, nous, ce qu'on proposait comme modèle ici, c'était qu'on puisse étendre, en fait, la durée de contrat et qu'on puisse aller sur des contrats qui sont jusqu'à 20 ans pour pouvoir aller sur des travaux qui sont beaucoup plus ambitieux. Un guichet unique, c'est un endroit en fait qui prend la main le propriétaire dans tous les aspects administratifs, dans tous les aspects techniques, qui aide le propriétaire à choisir, à identifier le type de travaux, à choisir les entrepreneurs, à aller faire des démarches administratives et les démarches au niveau des subventions. Ça peut vraiment fluidifier en fait tout le travail par rapport à ça. Ça permet de pouvoir vraiment accompagner le propriétaire et d'avoir une qualité derrière les travaux. Alors PACE, c'est un système qui a mis en place au niveau des États-Unis qui permet de pouvoir en fait mettre la dette au niveau de l'immeuble. Donc c'est l'immeuble qui porte la dette, ce n'est plus le propriétaire qui porte la dette, et ça permet de pouvoir rembourser à beaucoup plus long terme. C'est un système qui n'est pas faisable, c'est un système qui peut être intéressant, mais on a déjà les loyers hypothécaires, les prêts hypothécaires, donc on aurait une double dette en fait sur l'immeuble, et en plus ce sont des modèles qui ne sont pas faisables dans nos systèmes bancaires au niveau de la Suisse et même au niveau de l'Europe. Les prêts pour les PPE, actuellement, une PPE n'a pas de personnalité juridique, donc ne peut pas faire de prêt. Donc, quand vous décidez de faire des travaux en PPE, vous êtes obligé, chacun des propriétaires doit lever ses propres financements. Donc, déjà, il faut que les travaux passent en PPE et après, il y a le financement. Donc, c'est encore quelque chose de plus complexe par rapport à ça et qui retarde la rénovation énergétique par rapport à ce type de bâtiment. Donc là, ici, la proposition, c'est que la PPE ait une personnalité juridique pour pouvoir aller et pour pouvoir mettre en place les prêts. Alors, le Green Fund Scheme, c'est un fonds vert qui est mis en place au niveau des Pays-Bas et ça permet en fait pour les personnes qui investissent dans le fonds de pouvoir avoir une déduction fiscale au niveau de ce fonds.
et de pouvoir passer sur des projets qui sont des projets avec des taux d'intérêt qui sont assez bas. Actuellement, c'est assez compliqué à mettre en place des fonds au niveau de la Suisse, au niveau de l'investissement, quand on appelle, parce que ce sont des investissements alternatifs. Et la FINMA n'est pas très, je vais dire, ouvert par rapport à ça. On doit vraiment pouvoir aller sur des modèles de fonds verts, etc., et de modèles de fonds d'investissement pour ce type d'investissement-là. Mais actuellement, c'est très, très compliqué au niveau de la FINMA. Il y a la coopérative citoyenne. Donc là, ce sont des citoyens qui se mettent ensemble pour financer. Ce qui se passe, c'est que souvent, pour mettre en place des coopératives citoyennes, c'est important que des communes ou des institutions publiques soient derrière. Et il va falloir encore aller réemprunter. Donc ça veut dire que, par exemple, au niveau du canton de Vaud, si les communes se mettent là et doivent porter leurs garanties, c'est un endettement et les communes sont assez fortement endettées. Il y a déjà un réel frein au niveau des communes pour pouvoir rénover leurs propres bâtiments. Donc si elles doivent, elles, se porter garant en plus par rapport à ces coopératives citoyennes, c'est compliqué. Ça fonctionne très très bien pour des petites rénovations énergétiques. Ici, on parle de 4 milliards de francs. Donc avec ces 4 milliards, on parle de montants d'investissement qui sont tels, qui sont compliqués, mais pour des projets qui sont des projets individuels, ça peut être quelque chose aussi qui fonctionne bien. Et ensuite, il y a que la banque prenne en compte les gains énergétiques. On a parlé tout à l'heure de la finançabilité. Quand la banque fait le calcul, elle ne prend pas du tout en compte le gain énergétique, en fait. Donc, actuellement, ce serait que des entrepreneurs garantissent une certaine qualité ou que même le canton puisse suivre ces gains énergétiques qui se font. Ça se fait, entre autres, avec le canton de Genève, qui le fait par les contrats d'optimisation énergétique, et que ces gains énergétiques, en fait, soient pris en compte dans le calcul de la banque, comme si c'était un revenu ou, en tous les cas, une non-dépense. Donc, vous voyez ici, on a regardé les différentes mesures au niveau de ce tableau, qui est une matrice une entrée à 4 entrées. Donc, vous avez d'une part ici le coût. Donc, plus c'est à gauche, plus c'est cher pour l'État, plus c'est à droite et moins c'est cher au niveau de l'État. Et ensuite, ici, on est au niveau de la faisabilité juridique administrative. Donc, plus on est au-dessus, plus la faisabilité est grande par rapport à ça. Ensuite, on a la taille des différents ronds. Et la taille des différents ronds montre l'impact que nous pourrons avoir au niveau de la rénovation. Et puis après, le risque qu'il y a au niveau de l'État. Donc, on voit ici que c'est clairement ces instruments-ci qui doivent être mis en place en priorité au niveau de l'État, de par leur faisabilité, si on veut que la loi passe, si on veut que, pour que ce soit faisable, si on veut aussi que les propriétaires puissent financer les travaux. Mais seules ces différentes mesures ne seront pas faisables, ne seront pas nécessaires. C'est une combinaison des différentes mesures. Il faut y travailler à long terme et à court terme d'abord et à long terme. Donc d'abord, et là c'est il faut qu'on garde les prix énergétiques élevés. Si on retourne sur des prix énergétiques qui sont très bas, la rénovation énergétique, les gens, ce ne sera plus leur priorité, ce ne sera pas rentable, ce ne sera pas finançable. Donc il faut garder, en tous les cas, dans les prochaines années, tant qu'on travaille sur le fossile et qu'on doit faire de la sobriété, de l'efficacité et de la rénovation, il faut garder les prix énergétiques élevés. Ensuite, dans un premier temps, il faut d'abord fixer les limites financières de l'État. Monsieur Thalmann, tout à l'heure, vous a montré, actuellement, on est à 29 milliards. On passerait sur un scénario juste pour les bâtiments FEG à 29 millions par an. On passerait à près de 35 millions par an sur les scénarios FEG dans les 10 prochaines années. Et on passe à plus de 200 millions par an pour le scénario 2050. L'État n'a pas cet argent-là annuellement pour pouvoir financer. Donc il faut trouver d'autres, il faut d'abord mettre la limite financière et puis regarder quelles sont les combinaisons de mesures que nous pouvons mettre ensemble pour que cette rénovation soit rentable d'une part, mais aussi surtout finançable. Ensuite, donc, c'est mettre en place cette mesure et travailler sur le cautionnement, sur les prêts à taux zéro, sur les subventions et les déductions fiscales. Et ça, c'est à travailler avec les différents étages au niveau de l'État. Il y a certaines choses qui doivent être travaillées avec les différents départements du canton de Vaud, mais aussi éventuellement, et pas éventuellement, mais surtout aussi avec l'État fédéral.
Et dans un deuxième temps, travailler avec la révision par rapport à ces contrats de performance énergétique pour pouvoir essayer de répercuter, alors ce n'est pas plus au niveau des locataires, mais à plus long terme en fait, parce que les gains au niveau de la rénovation énergétique sont des gains à long terme. Donc c'est qu'il y a eu une participation des deux, de l'occupant et du propriétaire, et réussir aussi à ce que dans les taux bancaires, les gains énergétiques soient pris en considération. Alors là, ça ne faisait pas partie de notre étude, le dernier point aussi, mais c'est qu'il faut vraiment travailler au niveau de tout ce qui est simplification administrative au niveau de l'État, parce que ça va devenir énorme au niveau de la rénovation énergétique, ce qu'il va falloir faire. Et donc, il faut travailler sur tout ce qui est simplification administrative et aussi travailler sur la main-d'œuvre et les matériaux, parce qu'actuellement, on n'a pas assez de main-d'œuvre pour pouvoir réaliser les objectifs énergétiques. Voilà. Merci beaucoup. On a très peu de temps, donc je vais passer tout de suite aux questions du public en espérant qu'il y en ait. Je vous en prie, levez la main si c'est le cas. Monsieur ici. Merci. Ouais, donc effectivement, le travail que vous avez fait est carrément impressionnant. Ça donne vraiment une vision de qu'est-ce qu'il faut se projeter dans le temps, que ce soit bon pour l'État de Vaud, mais aussi pour d'autres cantons, parce que c'est la problématique, j'imagine, est la même dans les autres cantons. Par contre, il y a un troisième point qui met le doigt sur un gros problème que l'on a au niveau du domaine de la construction. C'est le fait que le domaine de la construction se cible sur construire des nouveaux bâtiments, mais ne travaille pas assez sur le domaine de la rénovation. Et la rénovation, c'est clairement un secteur où beaucoup d'entreprises devraient beaucoup plus travailler et qui répondrait vraiment aux besoins que vous avez identifiés là. Alors, vous faites référence à une autre étude qui est en cours dans mon labo, qui porte sur la possibilité d'effectuer ces travaux en termes de capacité de main-d'œuvre en particulier. On a beaucoup parlé, on a déjà maintenant de la pénurie de main-d'œuvre, et si en plus on continue de construire, ou comme vous le dites, ou même augmenter pour répondre à la pénurie de logements, ça va être très difficile d'avoir cette main-d'œuvre pour les assainissements, surtout si on veut les accélérer. Donc, d'abord, on estime de combien de personnes on parle, est-ce que c'est faisable ou pas, qu'est-ce qui serait faisable en assainissement si c'est une activité résiduelle par rapport à la construction, mais on arrive à la conclusion qu'il va falloir probablement limiter la construction de nouveaux bâtiments. On parle même d'un moratoire sur les nouvelles constructions, de manière à vraiment concentrer sur les efforts là où c'est urgent, ça veut dire l'assainissement des bâtiments existants. Mais ça, une croissance de la population, puis pas de nouvelles surfaces habitables, je crois que vous me voyez venir, il va falloir beaucoup mieux utiliser le parc existant, c'est possible, il y a largement la place pour héberger en tout cas 10, voire certains calculent même 11 millions d'habitants dans le parc existant, si on l'utilise mieux. Donc ça, voilà, on parle d'un changement assez fondamental. On cesse de construire, sauf quand c'est vraiment pas possible autrement. On concentre les efforts sur les bâtiments existants pour les assainir et pour beaucoup mieux les utiliser. Merci beaucoup. Une autre question peut-être? Moi j'en ai une toute petite parce que... Ah, madame, je vous en prie. Le micro arrive. Merci pour votre présentation qui était très, très intéressante. Au début, vous aviez parlé des émissions de gaz à effet de serre dans la construction, toutes les émissions CO2. Est-ce que ça, c'est un calcul qui est sur du coup l'eau chaude sanitaire et le chauffage, ou il y a l'énergie grise aussi qui est comptée dedans? Non, c'est unique. Alors c'est que les émissions c'est pas de la construction, mais des bâtiments eux-mêmes, liés aux bâtiments, effectivement. Donc dans la statistique, notre point de départ, enfin les chiffres que j'ai montrés, c'est ceux j'ai un blanc maintenant, de l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre selon Convention cadre des Nations Unies, donc les règles internationales. Et là, on regarde les émissions qui s'appellent des ménages. En fait, c'est les bâtiments occupés par les ménages. Et on parle, il y a les émissions du secteur des services, donc les bâtiments occupés par les services, bureaux et compagnie. C'est ces émissions-là qui sont uniquement des émissions d'exploitation. Par contre, les émissions ou l'énergie grise et les émissions grises dans la production des matériaux, dans la mise en œuvre de la construction, ça va dans l'industrie, c'est un autre secteur. Mais vous avez parfaitement raison qu'il faudrait prendre ça en compte, mais pour l'instant, on n'y est pas. Une dernière question peut-être? Moi, j'ai juste vu le professeur Baïf sursauter au premier point qui est encore affiché. Pour que ce soit rentable d'assainir, il faut garder des prix de l'énergie élevés. Je ne sais pas si vous voulez monter sur scène. L'énergie fossile, on s'entend, l'énergie fossile doit être chère, pas l'énergie renouvelable. Mais plus sérieusement, les prix de production de l'énergie sont plutôt en train de baisser, si on comprend bien. Alors, dans le renouvelable, dans le fossile, on ne sait pas, ça a été très élevé l'an dernier parce qu'il y a eu le problème avec la Russie, évidemment. Maintenant, c'est redescendu, ça pourrait remonter.
Voilà. Après, on ne parle pas uniquement de prix qui dépendent du marché mondial de l'énergie, on parle aussi de taxes. Il y a quand même une taxe CO2 qui renchérit le mazout d'à peu près 35 centimes aujourd'hui et qui pourrait être augmentée. C'était prévu de pouvoir la doubler dans la loi qui a été refusée il y a 2 ans. Je pense qu'il faut remettre le métier sur le... Comment est-ce qu'on dit? Et ce n'est pas pour vous mettre absolument d'accord, mais est-ce qu'il y a une manière de lier rénovation des bâtiments et installation de production d'énergie verte type panneaux solaires? Ça fait partie du périmètre rénovation ou Si, pas? parce que vous avez vu que l'intervention principale, c'est sur la toiture. Alors voilà, je crois que ça répond à votre question. Parfait. Je vous remercie. Ah, encore une question, je vous en prie, une vraiment dernière alors. Une dernière et rapide. Il y a un autre frein, c'est le patrimoine. Comment est-ce que vous allez gérer cette question-là? Parce qu'il y a beaucoup de constructions qui c'est des no-go parce on doit conserver les façades, on doit conserver l'aspect. Comment est-ce qu'on va gérer ça? Donc, dans le cadre de l'étude, ici, au niveau du patrimoine, ce que nous avions fait, c'est que déjà, les bâtiments qui sont avec certaines notes patrimoniales ont été mis de côté. Alors, c'est clair qu'il y a un réel défi, mais il y a déjà le défi pour tous les autres bâtiments. Et puis, au niveau du patrimoine, c'est d'essayer de faire ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, il y a 2 choses. C'est déjà d'essayer de simplifier certaines choses au niveau administratif. Et tout n'est pas nécessairement du patrimoine. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, pour les immeubles qui sont vraiment en patrimoine, c'est de trouver... Alors ça peut coûter plus cher. Il y a quand même des moyens de mettre... au niveau des vitrages, par exemple, c'est de mettre des doubles fenêtres, c'est de mettre des isolations par l'intérieur. Je pense que le professeur Bailly aussi a montré des exemples au niveau de cellules de panneaux photovoltaïques, où maintenant, on arrive vraiment à bien rénover aussi. Donc, il y a des solutions qui sont des solutions plus coûteuses. Les technologies vont venir, mais déjà, concentrons-nous, faisons du 80-20 au niveau du Pareto optimal. Donc, essayons de faire 80% du parc. Et déjà, si on arrive à faire ce parc-là, on avancera déjà bien. Mais c'est clair qu'il y a un réel défi sur le patrimoine. Je vous remercie.